La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans cet épisode spécial de La Petite Histoire. Pourquoi spécial ? Parce que c'est le dernier épisode de l'année et donc c'est un épisode bonus, un épisode cadeau de fin d'année 2023. Épisode spécial qu'on a décidé de faire différemment de tous nos autres épisodes de La Petite Histoire. D'habitude, moi je vous raconte des petites histoires de personnages qui ont marqué la grande histoire, des personnages qui ont marqué la fiction, des petites histoires du paranormal, des petites histoires également des inventions du quotidien, des petites histoires des stars du cinéma, de la musique, du sport, et donc aujourd'hui on a envie d'une ambiance plutôt canap'. On est devant la cheminée là de la petite histoire, petit vinyle sur la platine vintage. Voilà, le vinyle est branché, le petit thé aux épices qui va bien, ça sent bon en plus, un plaid beige sur les genoux forcément, hein, et puis le chat qui ronronne à côté et qui laisse ses poils sur le canapé. Aujourd'hui on avait donc envie d'une session cocooning avec vous, on va juste passer un bon moment. Et on est avec le réalisateur de ce podcast, c'est Seb. Salut Florent, salut à tous. Comment ça va mon Seb ? Écoute, ça va très bien, hein, c'est période de Noël, il fait bon. Alors toi, on profite. Habituellement, t'es du côté du Canada, mais là, t'es revenu en France ? Exactement. Un peu de chaleur et de soleil pour les vacances d'hiver. Ça fait du bien, t'as vu ? Ah ouais. Comment ça se passe le Canada ? Il fait froid en ce moment, non ? Eh ben, figure-toi que pas tant que ça. Ils ont fait Noël sans neige cette année. Mais non. Ouais. Donc on doit s'en inquiéter ? Je pense que oui, parce qu'en principe, les premières neiges sont en novembre. Là, on a eu une neige, puis depuis, plus rien. Toi, t'es au Québec, du côté de la Gaspésie, hein, c'est ça ? Donc il y a toujours de la neige là-bas à cette période. Ah oui, on est parmi les premiers à avoir de la neige et les derniers à plus en avoir. T'as eu des tempêtes cette année ? Pas encore. Normalement, on en a une, et là, pas une seule. En plus, toi, tes tempêtes, souvent, elles durent 1 semaine, 2 semaines. Genre, vous êtes enfermés dans les maisons, vous pouvez même pas sortir parce qu'il y a trop de neige devant les portes. Non, ça c'est vraiment exceptionnel. En principe, c'est une journée. L'année dernière, on en a eu une qui a duré une bonne journée avec plus d'électricité, rien du tout. Mais ça reste quand même assez rare, en vrai. En fait, c'est un confinement Covid, mais version Québec avec la neige. C'est ça finit en bataille de boules de neige après. Bon, est-ce que tout va bien sous ton plaid ? Tiens, voilà, je t'ai filé le plus joli, t'as vu celui avec le bonhomme de neige ? Ouais. Il est parfait et il tient bien chaud. C'est toi qui as allumé la cheminée, mon Seb. Il y a quelques minutes, t'as fait ça. T'as un peu galéré à mettre les bûches, hein, j'ai vu. Bah, j'ai plus l'habitude. Moi, je fais chauffage électrique maintenant. Je suis moderne. Pourtant, attends, les bûcherons du Canada, ils ont l'habitude d'aller couper les bûches. Ouais, mais je suis pas encore totalement adapté, je pense. Cet épisode de La Petite Histoire, ça va être l'occasion de vous raconter un petit peu comment on fait ce podcast de La Petite Histoire. On va vous dire finalement quelle est l'histoire de ce podcast, comment on choisit nos sujets habituellement. On va revenir ensemble sur cette année 2023, comment ça s'est passé pour nous, pour vous également. Vous avez été d'ailleurs nombreux et nombreuses à nous envoyer plein de petits messages via Spotify. Hein. Il y a eu pas mal de monde là cette année sur Spotify, donc ça fait plaisir. Il y a également pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Avant tout, on va vous remercier vraiment. Hein. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année 2023. Merci de nous avoir suivis. Alors pour commencer, Seb, je te propose un quiz. Et puis après, tout à l'heure, on va raconter une petite histoire, mais en live. Cette fois-ci, on va pas la raconter avec le sound design habituel. On va plutôt la raconter en live. On va délirer autour de cette petite histoire. Mais le petit quiz, là, ça concerne la petite histoire de manière générale. D'après toi, première question, en tout, il y a combien de personnes différentes qui ont écouté La Petite Histoire cette année, en 2023 ? Vous aussi, hein, si vous êtes chez vous, jouez avec nous. Est-ce que c'est 150 personnes qui ont écouté La Petite Histoire cette année, 150 personnes différentes, 50 000 personnes différentes ou 200 000 personnes différentes ? Allez, on va dire du 50 000 ? 50 000 ? Eh ben non, c'est du 200 000. C'est pas mal, hein ? Mais non. Ouais, c'est énorme. Ouais, non, j'ai regardé ça hier, j'ai regardé les stats et j'étais encore une fois halluciné. Je disais, mais waouh, 200 000, c'est plutôt bien. Deuxième question, en 2023, combien de fois nos épisodes de La Petite Histoire ont-ils été écoutés ? L'ensemble des épisodes. Est-ce qu'il y a eu un petit peu plus de 80 000 écoutes, un petit peu plus de 800 000 écoutes ou un petit peu plus de 8 millions d'écoutes en une année 2023 ? À 800 000, ça serait bien, je serais déjà ultra content. On va dire 800 000, allez. C'est carrément la bonne réponse. 8 millions, ça aurait été vraiment, vraiment bien, mais un peu trop énorme. Mais 800 000, c'est la bonne réponse, c'est énorme, hein. On est derrière nos ordis pour faire ça. On a du mal à imaginer qu'il y ait autant de monde qui écoute. Je trouve ça hallucinant. Moi, j'adorerais en 2024 arriver sur 1 million d'écoutes dans l'année.
Ça serait génial. Ouais, ça serait vraiment. On compte sur vous, les amis. Allez, la troisième question. Quelle plateforme fait le plus d'écoute de la petite histoire en 2023 d'après toi? Est-ce que c'est Spotify? Est-ce que c'est Deezer? Est-ce que c'est Apple Podcast? Ou est-ce que c'est Castbox? Et vous, là, d'ailleurs, vous l'écoutez où, la petite histoire? Dites-le nous, là, en vous attendant sur les réseaux sociaux. Mon Seb, tu penses quoi, toi? Toi qui n'as pas le nez dans les stats, faut le dire aux auditeurs, c'est plutôt moi qui ai le nez dans les stats. Je te fais des petits résumés de temps en temps, mais voilà, là t'as pas forcément la réponse en tête, quoi, en tout cas. Mais je pense que ça serait Spotify. Il y a quand même beaucoup de monde qui utilise Spotify, donc pour moi ça serait ça. C'est carrément une bonne réponse. Spotify, c'est 50% quasiment, un petit peu moins. C'est genre 45% de nos audiences, ouais. Et après il y a du Deezer, il y a du Apple Podcast. Deezer est pas mal classé aussi. Mais voilà, Spotify cartonne chez nous. Combien d'auditeurs écoutent la petite histoire sur leur téléphone en 2023 ? Est-ce que c'est, d'après toi, 50%? Est-ce que c'est 70% ou est-ce que c'est 90%? Sachant que les autres, ça peut être la télé connectée, ça peut être l'ordinateur, ça peut être, tu vois, les trucs comme ça, quoi, les tablettes. Ouais, ça c'est une bonne question. La troisième, c'était combien? 90, tu m'as dit? Ouais, 50, 70 ou 90. Je vais tenter 90, même ça me paraît vraiment beaucoup. Je vais tenter 90. C'est une bonne réponse, bravo mon Seb. De la petite histoire, tu cartonnes, hein. La question suivante concerne les endroits où on écoute la petite histoire. Bon, tu sais que c'est en France qu'il y a le plus d'auditeurs de la petite histoire, mais quel est le deuxième pays dans lequel on écoute le plus la petite histoire en 2023 en tout cas? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que c'est le Luxembourg? Je vais être chauvin, là, je vais être absolument pas objectif. Je vais dire le Canada. C'était une bonne réponse. Moi, je pense que c'est plutôt les Québécois qui écoutent. Ah ouais, mais quand on avait fait le sacré film, on avait vu des gens qui sont venus, qui connaissaient la petite histoire avant de venir, et ils étaient vraiment très intéressés par l'histoire. Et ouais, il y a quand même beaucoup de monde qui nous écoute de là-bas. Plus que ce que je pensais. Et d'ailleurs, on va les saluer, tous ces auditeurs québécois, québécoises là, qui nous écoutent, parce que alors vous êtes de plus en plus nombreux depuis qu'on a fait ce festival Sacré Film, donc ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que vous êtes bien nombreux là où vous avez été. En gros, 8% de notre audience en 2023, ça vient du Canada. Donc tu vois, c'est pas mal du tout, sachant que la France, je sais plus combien c'est 75% la France. Donc 8% pour le Canada. Et ensuite, troisième sur le podium. Troisième, allez, on va dire la Belgique. Ouais, bien joué, 6%. Quatrième, d'après toi? Quatrième. Je sais qu'on a des auditeurs aux États-Unis. Alors je sais pas si c'est à ce point-là. Mais j'hésite entre la Suisse. Je dirais Suisse. Ouais, c'est la Suisse, ouais, t'as raison. Ouais, avec 4%. Les États-Unis, non, ils apparaissent pas dans le top 5. Je crois qu'ils sont dans le top 10, effectivement. On les salue, les États-Unis là qui nous écoutent. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais il y a pas mal de monde aussi en Espagne. Ça, c'est la 5e position pour notre podcast de la petite histoire. Alors, parmi tous nos épisodes, d'après toi, en 2023, quels ont été les épisodes les plus commentés? Est-ce que... Ouais. Non, vas-y, je sais pas, peut-être que tu les as tous en tête, mais... Non, je dirais pas, mais dans les plus commentés, c'est dans les derniers qu'on a fait... il me semble que Madonna a pas mal fait parler, dans mes souvenirs. Tu dis Madonna? Ouais, je dirais Madonna. Aïe, une première mauvaise réponse. Non, c'était la première marche sur le podium, c'est pour la reine Charlotte de la chronique des Bridgerton. Il y a eu 150 commentaires, c'est assez énorme sur un seul épisode, ouais. Et 150 commentaires essentiellement sur YouTube, parce que vous savez qu'on peut écouter la petite histoire sur YouTube, ouais. Mais voilà. La Palatine, la princesse qui emmerdait la cour, tu sais, on avait lu les correspondances de la Palatine qui disaient ses problèmes de digestion et ses problèmes pour aller aux toilettes du côté du château, et donc ça fait bien commenter également. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? L'exorciste du Vatican également, là il y a eu beaucoup de monde sur l'exorciste du Vatican. Madonna qui a aussi eu pas mal de commentaires sur cet épisode, mais voilà, vraiment la grosse palme d'or, c'est pour la reine Charlotte de la chronique des Bridgerton. Ok. Allez, une nouvelle question, on parle des audiences en 2023 sur le podium. Quel est l'épisode qui a eu le plus de succès en 2023, d'après toi? Plus de succès?
Bah peut-être notre reine Charlotte, vu comment elle avait été pas mal écoutée. La reine Charlotte, effectivement, ouais. C'est pas mal du tout. On est sur 70 000 en audience sur cet épisode-là, ouais. La Palatine arrive en deuxième position avec 50 000. C'est avec elle que j'hésitais justement, la Palatine ou la reine Charlotte. Et après on a Black Bart, tu sais, la légende des pirates, qui a bien cartonné également. Ouais, il était cool. Ouais, franchement, il faut que j'aille le réécouter parce qu'il était plutôt cool. Et puis l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence, ça aussi c'était une petite histoire du paranormal qui a eu pas mal de succès côté audience. Quels sont les mois d'après toi où on écoute le plus en 2023 la petite histoire? Allez, je te fais des propositions. Est-ce que c'est d'après toi en mai, en août, en octobre ou en décembre? J'hésite entre mai et octobre. Je vais dire octobre. Et on n'est pas loin, mais c'est mai. C'est mai qui a encore remporté la palme. Donc merci à vous les auditeurs de mai. Bon, t'es plutôt pas mal là sur le quiz de la petite histoire, mon Seb. On se débrouille. Hein. J'ai révisé avant. On a plein de questions de nos éditeurs également. Là, vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer des petites questions. Il y a Géraldine qui nous demande comment on choisit nos sujets. Peut-être que tu veux attaquer, Seb? Moi, ça dépend. Je pense que on va être à peu près raccord sur la réponse. Mais moi, ça dépend que ce soit pour le paranormal ou les inventions, ça va dépendre de... Parfois, je vais regarder un film, je vais me dire, tiens, cette histoire m'intéresse, ça a l'air d'être tiré d'une histoire vraie, je vais rechercher, me dire, ok, c'est intéressant, je vais en parler. Pour les inventions du quotidien, c'est plus à un moment où je me perds dans ma tête, je me dis tiens, c'est qui a inventé la table? Tu sais, genre tu te poses des questions, parfois ça dépend vraiment en fait. Je vois des sujets intéressants, parfois des sujets d'actualité aussi, je me dis tiens, on pourrait en faire une histoire. J'ai pas en fait une manière précise de dire sur quoi je vais travailler, sur quoi je vais parler. Ouais. C'est souvent des sujets sur lesquels je suis curieux d'habitude, que je me dis bah tiens, si je les partageais avec les gens, parce que ma curiosité peut en intéresser d'autres. Et puis donc c'est un peu comme ça que je fais en fait. Moi c'est pareil aussi, c'est-à-dire que je vois un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de gratouiller vraiment par intérêt perso, et après je me dis mais attends, ça si moi ça m'intéresse, ça va forcément intéresser un grand nombre. Là en ce moment par exemple, je suis en train de lire un bouquin sur John Lennon et j'ai trop envie d'écrire, tu vois, un épisode autour de John Lennon. Parce que je pense qu'il y a 8 milliards de choses à raconter sur lui. Alors il faut trouver un axe. C'est ça la difficulté dans cette émission, c'est toujours de trouver le petit axe un peu original, tout ça. Mais voilà, John Lennon, je pense que ça fera partie des prochains sujets qu'on va aborder. En tout cas. Et puis alors, des fois, vous nous envoyez des messages également avec des propositions de thématiques. On avait eu un message. Alors je sais plus, je suis désolé, mais comment s'appelait l'auditeur qui nous avait proposé de faire un épisode sur Mandrin, le contrebandier. Moi, je connaissais pas Mandrin, le contrebandier. Du coup, j'ai appris plein de choses en écrivant ce podcast. Et franchement, j'ai kiffé de découvrir ce personnage. Et ça fait partie, là aussi, des épisodes qui ont bien cartonné cette année. Bon, allez, dans la suite, on va s'intéresser à d'autres questions, parce que je vois que vous êtes nombreux et nombreux à nous poser des questions. Il y a eu des questions sur nos épisodes préférés, sur nos projets de la petite histoire, comment ça va évoluer, comment on vit également avec nos podcasts, comment on vit de nos podcasts, et puis comment on fait le mixage et le sound design. Ça, c'est toi qui t'en occupes, Seb. On va en parler dans un instant. En tout cas, merci de finir l'année 2023 avec nous. On avait envie de vous raconter une petite histoire au coin du feu. Tu la connais pas encore, Seb, l'histoire. Moi, je vais te la raconter. Petite histoire au coin du feu. Je te mets pas une musique romantique parce que c'est quand même une histoire sur un pénis. Oula. Donc tu vois, voilà, au coin du feu, c'est chelou. C'est le pénis du roi d'Espagne dont on va parler. Si je vais vous la faire en live, cette petite histoire. D'habitude, vous savez qu'on a toujours un habillage spécifique avec un sound design et tout, mais là on va vraiment se la faire au coin du feu. Le pénis du roi est fin comme un bâton de cire à la base et aussi épais qu'un poing à son extrémité, aussi long qu'une queue de billard. Ça, c'est l'écrivain français Prosper Mérimée qui décrivait ainsi le sexe du roi d'Espagne Fernando VII, ou Ferdinand VII, dans une lettre qu'il adressait à son ami, notre écrivain bien connu, c'était Stendhal, et donc il lui disait ça, il lui parlait du sexe du roi d'Espagne. Aujourd'hui, donc, on parle de ce roi d'Espagne, Fernando VII, c'est le petit-fils de Charles III, père d'Isabelle II, et ce règne de ce roi a été marqué par l'invasion napoléonienne sur ces terres ibériques, mais c'est
c'est vraiment pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, je vais plutôt évoquer un point beaucoup plus intimiste. On va parler des 4 mariages du roi d'Espagne, mais aussi et surtout de son handicap physique. C'était son pénis macrosomique, ça c'était le nom de la maladie, un pénis entré dans l'histoire de l'Espagne. Alors, on est donc en Espagne au début du 19e siècle. On peut pas dire que Fernando VII soit un roi qui ait marqué les esprits de ce début de siècle. On se rappelle de lui parce qu'il a été contraint par Napoléon à abdiquer à Bayonne. On se souvient aussi qu'il a passé toute la guerre d'indépendance dans une prison en France. Et puis, on a aussi en tête que Fernando VII, il a pris des décisions politiques peu heureuses qui n'ont pas plu à grand monde en péninsule ibérique. Donc voilà, c'est pas un roi qui est vraiment resté dans les annales. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est que monsieur avait des manières brusques, qu'il était un misogyne déclaré, c'était un gars hyper conservateur, il possédait également un caractère de cochon, et puis alors il avait un vrai manque d'intérêt pour la culture, c'était vraiment pas son truc, quoi. Fernando VII, c'est vraiment pas un roi qui a marqué l'histoire de son pays, sauf peut-être pour la taille de son pénis, mon Seb. Ouais. C'est pas le meilleur moyen de marquer un pays, ça. Le sexe de Fernando VII, en fait, c'est pas qu'il était gros de nature, tu vois, ou de génétique, mais en fait, il était gros parce qu'il était malade. Et c'était une maladie qui était connue donc sous le nom de macrosomie génitale, une maladie qui rend le pénis beaucoup plus gros que la normale. En fait, la macrosomie, c'est un développement excessif des organes génitaux. On dit du sexe de Fernando qu'il mesurait environ 30 cm en érection. Donc c'était monumental. Et cette macrosomie génitale ou macrogénitosomie, c'est le deuxième nom de cette maladie un peu honteuse, hein. Elle a eu de grandes conséquences dans l'histoire de l'Espagne, parce qu'en fait le monarque, il avait beaucoup de difficultés, non seulement à avoir des relations sexuelles, mais donc de fait à donner une descendance au trône d'Espagne. Alors en fait le roi, puisqu'il peut pas avoir de relations sexuelles, c'est très compliqué. On dit même que les épouses du roi meurent à cause des blessures internes que son membre viril leur cause. Ça, je sais pas si c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que la première épouse de Fernando VII, il est pas allé la chercher bien loin, c'est sa cousine, Marie-Antoinette de Naples et de Sicile. Elle a 17 ans quand il se marie, mais le mariage n'est consommé qu'un an plus tard, donc on peut imaginer que c'est peut-être à la vue du sexe du roi que il y a eu report de la relation sexuelle, et ça s'est très très mal passé au lit. En fait, la princesse, elle a raconté que son mari de roi l'a dégoûté. Ils sont quand même arrivés à avoir quelques rapports sexuels, mais la reine, elle a fait 2 fausses couches, donc ça n'a rien à voir avec la maladie du pénis du roi. Elle est morte rapidement, puisqu'elle est décédée de tuberculose. Alors du coup, il a dû aller chercher une deuxième épouse. La deuxième épouse du roi, c'est Marie-Isabelle Françoise de Bragance. Et là, pareil, c'est compliqué au lit, mais ils y arrivent quand même un petit peu. Ils font naître une fille, mais cette fille, elle meurt rapidement, comme c'était souvent le cas à l'époque. Avant ses 4 mois, le bébé meurt. Donc 1 an plus tard, Maria-Isabelle, elle est à nouveau enceinte, mais c'est à son tour elle qui décède, alors qu'elle est dans un état avancé de la grossesse. Bon, la 3e reine, c'est Marie-Joseph de Saxe. Celle-ci n'a que 15 ans quand le mariage est prononcé. Je précise que c'est pas du tout la même dont on a parlé la dernière fois. Tu sais, dans un de nos épisodes, Seb, on a parlé de Marie-Joseph de Saxe. C'est pas la même, hein. C'est une descendante, okay. Tout ça, mais c'est voilà. Le roi, donc lui, il a 35 ans, alors qu'elle en a que 15, donc c'est une différence d'âge abyssale. Sauf que souvent, ces différences d'âge, elles sont pas choquantes à leur époque, hein. Ça nous choque de nos jours, mais à cette époque-là, c'était à peu près habituel. Ce qu'on sait de cette reine, c'est qu'elle a été littéralement effrayée lors de sa nuit de noces avec le roi, effrayée d'abord en le voyant nu, parce que confrontée à plus de 30 cm, et puis on dit qu'elle a tellement été étonnée du spectacle qu'elle s'est fait pipi dessus de peur. Et surtout, elle a été effrayée par le roi lui-même, c'est-à-dire sa brusquerie, parce que lors de leur première nuit, Sa Majesté commence à peloter sans ménagement sa reine, comme un bourrin donc. Du coup, la reine, elle cherche à s'échapper du lit en courant et en criant. Le roi, lui, la poursuit dans toute la pièce. Donc en fait, clairement, on parle d'un viol, hein, là, quand même. Mais la reine, elle est bien plus jeune.
que le roi, et donc elle est plus agile que le roi, donc elle arrive à échapper au roi. Lui, il est un peu gros, enfin il est très gros même, il est lourd. On dit aussi qu'il a la maladie de la goutte, donc en fait il a des difficultés à marcher, et finalement il finit par trébucher et tomber la gueule en avant. Son visage est donc sur le sol, il est bien amoché, et quand il se relève, là évidemment frustration, colère, humiliation, il crie en fait, il gueule dans tous les sens. Il paraît qu'on l'a entendu à l'autre bout du royaume. En tout cas, ce qu'on peut ressortir de cette histoire, c'est que ça a été une première expérience traumatisante pour cette reine avec son mari de roi. La reine, elle a tout fait pour rejeter du coup ensuite les avances de son époux. Elle ne voulait absolument pas avoir de relations sexuelles avec lui. Elle n'a plus du tout envie de voir de trop près le roi et puis son sexe. Et ça ne plaît pas du tout au roi, il est vachement frustré, et alors du coup il en parle un peu à tout le monde, ses médecins ils en parlent aussi à tout le monde, et tout le royaume finit par en parler, parce qu'il y a ce souci de descendance, qui va bien pouvoir donner une descendance au roi. Qui dit pas de relation, dit pas de petit prince pour occuper plus tard le trône, donc ça c'est un vrai problème. Alors, tout le monde commence à se mêler à cette histoire, ça remonte même jusqu'aux grandes oreilles du Vatican, précisément aux oreilles du pape de l'époque, c'est le pape Léon XII, et ce dernier, il se sent dans l'obligation, on va dire, d'intervenir auprès de la reine pour tenter, je dis bien tenter, de la convaincre d'avoir des relations sexuelles avec son mari de roi. Donc vous voyez qu'on n'était pas trop dans l'histoire du consentement à l'époque, mais rien n'y fait, la reine, elle a bien trop peur de souffrir avec son époux, donc elle refuse. Et du coup, sans être tombée enceinte pendant les 10 années de leur mariage, Marie-Joseph de Saxe finit par mourir prématurément. Elle va mourir d'une forte fièvre. Là, on est en 1829. Le roi, lui, il n'a toujours pas de descendance. Le temps presse. Il en est déjà à sa 3e épouse. Donc, du coup, il va devoir en chercher une 4e. Lui, il est à bout d'espoir, clairement. Il va demander à ses médecins de l'aider. Et à ce moment, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments à proposer. Donc, les médecins, ils imaginent confectionner un objet, une sorte de bouchon qui va être là pour faciliter les relations sexuelles du roi et de la future reine. En fait, c'est un outil. Faut que t'imagines, Seb, c'est un outil qui ressemble à un coussin. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore des restes de ce coussin qui avait été préparé par les médecins. On peut le voir, ce coussin. On glisse ce coussin comme un bouchon à l'intérieur du sexe de madame pour protéger les parois utérines. Et le coussin est circulaire et en fait, il est percé d'un trou central que les médecins ont fait préalablement. En fait, en gros, on dit que c'est comme un tampon perforé au centre de quelques centimètres d'épaisseur à travers lequel Fernando insère son sexe pendant les rapports sexuels. Est-ce que tu vois un peu le truc ou pas ? J'ai un peu du mal à l'imaginer, mais bon, en fait, il était inventif. Tu vois les coussins un peu, tu sais, quand t'as des hémorroïdes, c'est un peu ça, mais version petite, okay. Pour finalement faciliter la pénétration. Je sais pas si ça marchait vraiment, je doute d'ailleurs. En tout cas, c'est Marie-Christine Ferdinande de Bourbon, princesse des 2 Siciles, qui va être la dernière épouse du roi Fernando VII d'Espagne, et donc il va accepter d'utiliser cet artefact. Et c'est donc de cette dernière femme, Marie-Christine Ferdinande de Bourbon, que le roi d'Espagne obtient 2 enfants. Il n'y a pas de garçon dans l'histoire, c'est 2 filles, Isabelle II et Luisa Fernanda. Alors, là, je vous ai parlé de ce roi Fernando VII, mais j'aurais pu vous parler d'autres rois qui ont eu le même problème parce il n'a pas été le seul, lui, Fernando, à souffrir de cette maladie. Le roi Charles II de Roumanie, on dit qu'il avait également la même maladie, ou en tout cas une maladie similaire. Charles II de Roumanie, il était connu sous le nom de Playboy King, parce qu'il paraît qu'il avait eu une vie amoureuse intense. Donc, vraisemblablement, la maladie de son sexe ne l'avait pas vraiment empêché de courir les jupons, comme ça a été le cas avec Fernando VII, parce que là, c'était vraiment un handicap. Cependant, on dit que la taille du pénis de Charles II a amené certaines de ses maîtresses, écoute bien, à subir des interventions chirurgicales pour, je cite, éviter les déchirures du périnée.
Voilà pour cette petite histoire sur le sexe du roi d'Espagne. Si vous avez envie qu'on monte cet épisode comme un épisode normal, comme on a l'habitude de le faire, vous savez, avec le sound design qui va bien, avec les petits effets, la musique, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire, on le fera avec plaisir pour un épisode prochain, un épisode bonus. Est-ce qu'elle t'a marqué cette petite histoire de Fernando, mon Seb ? Je connaissais pas l'histoire, mais j'avoue que c'est pas, disons que c'est pas banal comme histoire pour un roi. C'est clair. Et tu sais que moi j'ai pas eu franchement des cours très longs d'histoire. Je suis pas allé à l'université prendre des cours d'histoire à la fac d'histoire, mais ça fait partie des anecdotes que délivrent les profs d'histoire sur les bancs de la fac sur ce roi Fernando VII, notamment quand on est en fac d'histoire espagnole. Voilà. Ok. Bon, on a plein de questions qui nous arrivent, des questions sur l'organisation de la petite histoire. Il y a Séverine qui nous demande de quel personnage on n'a pas eu le temps de parler jusqu'à présent et qui pourrait être notre prochain sujet de podcast. Seb, c'est quoi ton personnage sur lequel toi t'aimerais un petit peu gratouiller ? Alors, il y a 2 choses que j'aimerais faire. Il y en a un, c'est pas un personnage, mais je sais pas encore comment l'amener, sur quel axe. C'est plus sur les inventions. Ça serait parler de l'histoire de l'horlogerie, des montres, parce que j'aime beaucoup les montres. Il y a énormément d'histoires autour des montres. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même un sujet assez lourd. Et dans le sens où il y a énormément d'informations, énormément de choses qui se sont passées. Donc je sais pas vraiment comment, encore en tout cas pour l'instant, comment l'amener. Et un autre personnage, par contre, quelqu'un qui a existé, dont j'ai vu le film avant-hier, c'est Frank Anthony Vallon-Lega, ou connu sous le nom de Tony Lip, qui est en fait un acteur américain connu pour son rôle dans Les Sopranos. Sauf qu'en fait, ce gars, avant ça, il était chauffeur pour un artiste noir à l'époque de la ségrégation. Et c'était quelqu'un de très raciste, tu sais, c'était un Italo-américain qui avait un côté assez raciste. Et cette histoire-là, ils en ont fait un film qui s'appelle Green Book, qui est incroyable. Et ça a changé toute sa perception des hommes, on va dire. Et j'aimerais en parler parce que c'est vraiment intéressant. Ah, je l'avais vu. C'est en gros les 2 trucs du moment. C'était avec Viggo Mortensen, non ? Je prononce toujours mal son nom, mais... Exactement. Voilà, non, je me rappelle. Très bon film, ouais. Ok, ben ça fera partie des idées d'épisodes là pour les prochains épisodes. C'est pas mal ça. Moi, j'aimerais bien faire un truc sur sur Barbe Bleue. Oui. Tu vois, on a jamais évoqué Barbe Bleue. On a évoqué plein de pirates, mais pas Barbe Bleue. Donc voilà, ça pourrait être une idée. Je le disais tout à l'heure, John Lennon, ça fera forcément partie des prochains épisodes aussi. Puis je crois qu'il y a pas mal de choses à raconter, notamment sur des détectives également, un peu à la Sherlock Holmes. On a fait des épisodes sur Sherlock Holmes, mais voilà, il y a d'autres détectives qui ont fait des enquêtes incroyables. Et là aussi, j'aimerais me pencher un peu sur des détectives qui sont passionnants. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc ces prochains épisodes. Et puis alors il y a pas mal aussi de femmes qui ont fait des choses incroyables, des aventurières notamment. Et là j'aimerais me pencher sur ces aventurières dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler et raconter un petit peu leur parcours, leurs aventures. Ça pourrait être sympa de faire quelques épisodes autour de cette thématique. Plein de questions de nos auditrices et de nos auditeurs qui on a également. Il y a Lisa qui nous demande, tiens, autour de la cheminée, qu'est-ce que vous aimez écouter comme son autour de la cheminée de la petite histoire ? Parce que c'est vrai qu'on est autour d'une cheminée là. Moi perso, ça pourrait être du Buena Sera. Tu sais, la chanson de Luis Prima. Oui. Tu vois, cette chanson, ça a été d'ailleurs le générique de l'excellente série de Éric Judor, Platane. C'est vrai, oui. Toi, tu te calerais quoi autour de notre cheminée de la petite histoire, Seb ? Alors, autour d'une cheminée, il y a un truc que j'aime bien faire, et je le fais souvent quand j'écris quelque chose où je veux travailler, être dans une ambiance un peu cool. C'est tout ce qui est les musiques un peu dans la veine du chill hop, tu sais, ces musiques un peu lounge, un peu électro, mais vraiment très calme, tu sais, il y a beaucoup... Ça, j'adore ça, c'est très apaisant, j'aime beaucoup écouter ce genre de musique, ou alors un peu de jazz, par moment, c'est assez rare que j'en écoute, mais ça m'arrive. Quels sont nos épisodes préférés qu'on a fait dernièrement ? Là, ça c'est une question de Noémie qui nous a posé cette question via Spotify. C'est quoi ton épisode préféré ou tes épisodes préférés, Seb, de la petite histoire ? Ceux que t'as pris mes épisodes préférés... du plaisir à écrire et à monter, mixer.
En soi, alors là, ça fait très corpo ce que je vais dire, je les aime tous, évidemment, parce que si on les aime pas, on les ferait pas. Ouais. Mais dans ceux que j'ai beaucoup aimé quand la série, j'aime beaucoup faire la série des inventions du quotidien, ça c'est un truc, je saurais pas dire pourquoi, mais j'aime beaucoup. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la série qu'on a fait cet été en 4 épisodes, c'était vraiment intéressant, ça changeait un peu de ce qu'on faisait d'habitude. Ah, c'était vraiment bien. D'ailleurs, les gens ont bien aimé, j'ai l'impression d'ailleurs, cette série. La princesse Marie-Joseph de Saxe, c'est ce dont tu parles, la série autour de la cour de Versailles. Ah ouais, c'est vrai que c'était sympa ça. Et il y a eu beaucoup de retours sur cette série. C'est ça, ils ont pris autant de plaisir que nous, je pense. Ouais. Moi, j'ai bien kiffé Holmes, le premier tueur en série d'Amérique. Oui, elle était vraiment bien. Alors ça, c'est un auditeur qui nous a, j'ai plus son prénom non plus, mais c'est un auditeur qui nous avait demandé de parler de Holmes. Et moi, je connaissais pas forcément. Quand j'ai dit Holmes, j'ai dit Sherlock Holmes. Non, pas Sherlock Holmes, le premier tueur en série d'Amérique. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai beaucoup apprécié aussi Mandrin, le contrebandier, dont on parlait tout à l'heure. Là aussi, c'est un épisode qui nous a été suggéré par un auditeur. Et puis le fantôme d'Hollywood, la Peg, que tu as écrit, toi. Cet épisode, c'est toi qui l'as écrit il y a un mois à peu près? Ouais, c'est ça, c'est un des derniers du paranormal, je crois. Et je trouve qu'il a un montage qui nous immerge bien dans l'ambiance là hollywoodienne, et quand on est au niveau des grandes lettres d'Hollywood, on est dans l'ambiance, quoi. On est dans le truc. Ouais. Alors, vos messages, on continue à les lire. Tiens, ça c'est Jérôme qui nous a demandé comment on vivait de nos podcasts. Moi, j'ai envie de dire, on n'en vit pas totalement, en tout cas. On a mis des pubs pendant super longtemps. On les a enlevés pour vous faire souffler un petit peu, pour nous faire souffler aussi un petit peu. Mais là, on va les remettre, histoire quand même de nous rémunérer un minimum. Parce que on n'a pas l'impression comme ça, mais un épisode par semaine, c'est environ, moi je dirais 2 jours de travail, tu vois, c'est à nous 2 par semaine, c'est 2 jours de travail, le temps d'écrire la petite histoire, le temps de vérifier les infos, le temps d'enregistrer la voix, et puis une fois qu'on a la voix, il faut couper tous les bugs qu'on a avec notre voix. D'ailleurs, je suis désolé Seb, je t'en fais 8 milliards par épisode. Un jour, je sortirai un best-of de toutes les coquilles que tu mets. Et il y en a pas mal. Et puis après, il y a le sound design qui met énormément de temps. Donc forcément, il faut qu'on arrive à mettre des pubs un petit peu là sur cette année 2024. On a bien compris, on avait fait un petit sondage là il y a quelques temps avec vous. On a compris que ça vous gênait pas trop les pubs, et que vous préfériez avoir des pubs plutôt qu'avoir un abonnement, une espèce de petit abonnement mensuel. Donc on va retenir cette idée de la pub qui est pas hyper gênante pour vous. Et en tout cas, on va essayer de continuer dans cette optique. Et puis également, l'idée, c'est à terme d'avoir un sponsor qui puisse nous suivre, qui puisse nous soutenir. Donc on n'a pas forcément le temps d'aller chercher des sponsors actuellement, mais si vous en connaissez et qui peuvent être intéressés par la thématique de l'histoire, la petite histoire, tout ça, n'hésitez pas à renvoyer-les vers nous, parce que nous on sera ravis de parler avec eux et de discuter. En moyenne, on fait 70 000, 80 000 écoutes mensuelles, donc ça peut vraiment être intéressant pour un sponsor qui aurait à peu près les mêmes affinités que nous. Je sais pas ce que t'en penses, Seb. Je suis entièrement d'accord. Pas très français, ma phrase. Elle est québécoise. C'est ça, exactement. Comment se font le mixage et le sound design? Ça, c'est une question pour toi, Seb. Et là, c'est Lily qui nous a posé cette question sur Spotify encore. Alors, la première chose que je fais, c'est quand je récupère ton enregistrement, je fais l'écoute au complet, et plus j'avance dans l'écoute, j'enlève tout ce qui est les grandes respirations entre les phrases. Je rapproche ou j'éloigne différentes phrases pour donner justement des silences, rapprocher quand il y a besoin de rapprocher, parce qu'à un moment donné tu prends une respiration, parce qu'il faut bien reprendre son souffle dans une longue phrase. Donc hop, je rapproche tout en fait, je mets en forme, on va dire, le podcast avant de faire le sound design, pour je sais que là c'est l'intro, là ça va être le premier chapitre, et je chapitre en fait chaque passage. Je dis ça c'est un chapitre, ça c'est un chapitre. Alors moi j'appelle ça l'editing, pour être exact. Okay. L'editing, c'est vraiment, t'enlèves tout ce que tu dois supprimer. Parfois, il y a des petits bruits de bouche, on les enlève. Après, je mets ça, en fait, en gros, pour pas rentrer trop dans les détails pour les gens, mais on a des équalisations, des compresseurs pour maintenir la voix, pour embellir la voix, pour donner un côté un peu plus, on va dire, chaleureux, tu sais, comme au coin du feu, finalement, pour que les gens aient le son qu'ils aient à chaque fois qu'ils écoutent, qu'on ait toujours le même son, en fait, qui se suivent. Une fois qu'on a ça, c'est là, on va passer à l'étape du sound design.
Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est que donc on a la musique d'intro qui est toujours la même. Et ensuite, ça va être des musiques. On va mettre des musiques au début de chaque chapitre, des musiques qui sont en lien avec l'émotion qu'on aborde, qu'on raconte dans le chapitre en question. En fait, je considère un peu la musique comme un un personnage finalement à part entière de l'histoire. Ouais. Voilà, pour que ça ait du sens avec évidemment ce qu'on entend. On va pas mettre une grosse musique électro alors que il y a une personne qui est triste, quoi. Enfin, une musique de bourrin. On essaye de faire quelque chose de cohérent, d'appuyer sur les émotions pour immerger aussi les gens, comme on a fait avec Peg, comme tu disais tout à l'heure. Il faut que ça ait un sens avec l'histoire qu'on raconte, quoi. Quels sont vos prochains épisodes? Là, c'est qui? C'est Nico qui nous demande ça. Alors, on n'a pas pris énormément d'avance. On a déjà écrit et monté mixé un épisode autour de Van Gogh, le jour où le peintre s'est coupé l'oreille lui-même. D'ailleurs, je la connaissais pas forcément hyper bien cette histoire, et elle est assez impressionnante, hein. Ouais, je la connaissais pas du tout honnêtement et c'était vraiment intéressant. Donc ça c'est le prochain, je pense que ça va être le premier épisode de 2024 qui sortira donc aux alentours du 3-4 janvier, le premier jeudi de janvier. Quels sont nos projets, Seb? On peut peut-être parler de l'habillage sonore qui va un peu évoluer. Exactement, justement ça va évoluer avec Van Gogh qui va être la première de l'année. Donc on va changer un peu notre façon de faire. Pas énormément, ça va pas être drastiquement différent, mais on va plus axer. Déjà, on va changer la musique d'intro et les musiques d'entre les chapitres qui seront d'ailleurs plus courtes. Ouais. Mais on va accentuer plus le côté sound design parce qu'on en faisait de temps en temps et à chaque fois qu'on en faisait, les gens étaient assez contents d'avoir ça. Donc plus du sound design, pour moi c'est logique de dire sound design, mais en gros, admettons, il pleut dehors et on parle d'une scène où on décrit qu'il pleut, il y aura de la pluie en fond, vraiment pour être encore plus immersif finalement dans l'histoire. Et alors, en avant-première, en exclusivité totale, on va faire écouter la nouvelle musique qui va vous entraîner dans les petites histoires qui vont arriver en 2024. On a choisi une musique particulière. Pourquoi on a choisi cette musique? Parce que c'est une musique qui va s'accorder avec l'ensemble de nos thématiques. C'était pas évident. Nous, on voulait vraiment une musique qui puisse être en adéquation avec nos histoires du paranormal, nos histoires de détectives, nos histoires de pirates, nos histoires de personnages du quotidien auquel il va arriver quelque chose d'incroyable. Et donc il fallait une musique qui puisse s'accorder avec toutes ces thématiques. Voilà cette musique que nous avons choisie. Extrait donc de cette nouvelle musique qui va nous accompagner en 2024 dans l'habillage de nos épisodes de la petite histoire. C'est pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. On vous attend sur les réseaux sociaux, on vous attend aussi sur Spotify. Venez nous dire si cette musique-là vous avez un petit peu mis les frissons, si vous la sentez bien là. N'hésitez pas. Peut-être dans les projets aussi, on peut parler on aurait vraiment envie dans l'absolu de faire des vidéos de nos podcasts pour la chaîne YouTube qu'on alimente avec l'audio. Mais c'est vrai qu'on se dit que YouTube c'est quand même de la vidéo à la base, donc si on arrivait un de ces quatre à fournir des contenus vidéo de certaines de nos petites histoires, ça pourrait être cool. Donc ça on va y travailler, voilà, c'est une question de temps, mais on va essayer d'y travailler un petit peu. Et puis on a toujours envie de travailler avec de plus en plus de monde. On va saluer Davy là qui a travaillé avec nous cette année et qui a écrit un certain nombre de podcasts, donc on espère que ça sera aussi le cas en 2024, qu'il nous accompagnera. Peut-être qu'on aura d'autres rencontres avec d'autres auteurs également là pour les prochains mois. Et puis peut-être des nouvelles déclinaisons de petites histoires qu'on inventerait, ce serait cool ça. Ah ouais, ça j'aimerais bien.
Avec un peu de sound design, de la pure fiction avec des comédiens, pourquoi pas. Bon, ça c'est à voir, c'est à réfléchir, et puis surtout il faut qu'on trouve le temps, mais en tout cas on peut imaginer ça. Et puis après on peut faire aussi des déclinaisons d'autres petites histoires, d'autres thématiques. Bref, on vous tiendra informé, mais comme vous le voyez, il y a plein de projets, on a 1000 projets. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que Seb et moi on soit au téléphone ensemble, où on se voit et on se dit putain, on pourrait faire ça, viens on fait ça, viens on essaye ça, voilà. Donc il y a des choses qu'on a le temps de faire, des choses qu'on a moins le temps de faire. Après il y a la gestion des pubs qui nous prend pas mal de temps, mais donc qui bouffe un petit peu sur la création. Mais en tout cas voilà, on est à fond, et on vous remercie d'être à fond avec nous. Et puis un de nos projets cette année qui nous a pris pas mal de temps, ça a été de créer la petite histoire du Sud. La petite histoire du Sud, on peut faire un petit résumé, Seb ? Vas-y, je t'en prie. Alors, je t'envoyais la balle, hein. Je t'envoyais la patate chaude. Ah, pardon, j'ai été généreux. La patate chaude était pour toi. Bon, tu veux que je la récupère ? Je t'en prie. Attention, elle brûle. Ouais. Non, en fait, la petite histoire du Sud, c'est en fait une déclinaison de la petite histoire comme on fait habituellement, dans un format bien plus court, qui est d'environ 2 minutes 30 pour la radio, donc pour une radio du sud de la France qui s'appelle Radio Camargue. Et en fait, on raconte des histoires en lien avec notre région, parce qu'on est tous les deux du sud de la France, donc c'est en plus de ça pour nous un plaisir de parler de cette belle région qu'est la Provence et la Camargue notamment. Donc c'est ça, on parle soit d'événements, soit de personnes qui ont marqué la région. Finalement, on garde le même concept de la petite histoire, mais axé sur le sud de la France, sur la Provence et la Camargue. La petite histoire du Sud, c'est donc une nouvelle chaîne, c'est chaque semaine qu'on sort un épisode, et c'est sur toutes vos plateformes de podcast, hein, la petite histoire du Sud. Peut-être que pour se quitter, on peut se faire un épisode de la petite histoire du Sud. Alors on va vous envoyer un épisode comme ça de manière aléatoire, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Là aussi, on vous attend en commentaire. Bon, si vous avez envie de quelque chose en particulier, une envie, une idée pour qu'on avance, des propositions à nous faire, des projets à nous présenter pour qu'on aille plus loin ensemble, n'hésitez surtout pas en 2024, hein, faites-nous savoir tout ça. Et si tout simplement vous souhaitez nous dire que vous kiffez ce podcast ou que vous le détestez, ça peut arriver, mais je pense que si vous le détestez, vous ne serez pas arrivé jusqu'au terme de ce podcast, de cet épisode-là. Ça m'étonnerait en tout cas. Mais bon, on est preneur, hein, de vos commentaires, de vos messages. Peut-être que le mot de la fin pour cet épisode spécial, on peut le laisser à un certain Hubert. Allez. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Allez, merci Hubert, enfin Jean, évidemment, Jean Dujardin. On se quitte donc avec la petite histoire du Sud, et on a été ravis de passer cette année 2023 avec vous, et on est sûr que cette année 2024 va être magnifique également, avec plein de projets pour la petite histoire. Salut mon Seb. À bientôt. T'éteins la cheminée ? Oh non, je reste à 5 minutes encore. Bon. Salut tout le monde, bienvenue dans la petite histoire du Sud. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage mythique de Camargue, un certain Clan-Clan. Si vous allez en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, au musée Baroncelli, vous allez pouvoir croiser sur le rebord d'une fenêtre un curieux buste. Ce buste, c'est celui de Clan-Clan. Et d'ailleurs, c'est écrit sur le bas du buste de cette statue. Clan-Clan, c'est un surnom pour André Vendran. C'est en fait un braconnier professionnel, bien connu de tous en Camargue. Alors, André Vendran, il est né en 1878 et il est mort en 1961. Et dans le village des Sainte-Marie-de-la-Mer, on connaît bien cette personnalité parce qu'il a un bar. Le bar, c'est le Mireille. Il est aussi employé municipal au cimetière. Et puis, de temps en temps, c'est André Vendran qui ouvre les portes du Toril pour la corrida. Mais quand il n'est pas dans son bar, ou alors au cimetière, ou aux arènes, il est où André ? Eh bien, André est braconnier professionnel et il est donc en pleine nature. Le gars a placé plus de 200 collets partout autour des étangs de Camargue et puis dans les bois également. Et c'est grâce à ces collets qu'il chope des lapins. André, il a un joli vélo, un vélo sans garde-boue. Et parfois sur ce vélo, il charge 40 lapins. Il les met dans des toiles de jute. Les lapins sont un petit peu entassés. Ces lapins, ensuite, il les propose aux commerçants du marché du village des Saintes. Et puis lui, de son côté, il les vend également, ces lapins. Il les vend à la sauvette, on va dire, derrière son comptoir du bar. Alors vous allez me demander pourquoi André n'a-t-il jamais été embêté par la police, qui était pourtant au courant de ses pratiques ?
Va savoir. Ce qui est sûr, c'est que les lapins de Clan-Clan ont fait du bien à tout le monde pendant la guerre, en période de restriction. Et pourquoi Clan-Clan ? Pourquoi ce surnom ? Eh bien, tout simplement peut-être pour le bruit de ses pas dans les marais. Oui, parce que André marche pieds nus dans les marais. Et sur sa tête, il a un chapeau dans lequel il glisse des pièces de monnaie. Alors, le Clan-Clan vient peut-être de ces bruits de pièces de monnaie qui s'entrechoquent. Voilà pour cette petite histoire qui nous a conduit au dernier braconnier officiel de Camargue, qui se trouve au musée Baron Célie des Saintes-Maries de la Mer. Et nous, on se retrouve très vite avec d'autres petites histoires du Sud. Salut!